Salam alaikum, Azulfillah. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter la suite de cette première partie de, du thème de la croissance économique. Dans cette vidéo, on va essayer d'aborder principalement les déterminants de la croissance économique, c'est-à-dire autrement les facteurs explicatifs de la croissance économique. Alors, on a défini au début la croissance économique comme étant la variation positive de la production sur une période longue. Donc, la croissance signifie autrement une augmentation à long terme du volume de la production. Ceci peut nous amener à poser la question suivante, qu'on peut qualifier, présenter comme étant la problématique de ce deuxième point, spécialement donc la question d'où provient, c'est-à-dire de s'interroger sur les origines de cette augmentation de la production. Autrement, d'où provient cette augmentation de la production. Pour répondre à cette question, donc on va exploiter un extrait d'un diagnostic fait par l'économiste américain Robert Gordon des vieux pays industrialisés, ou bien des économies des vieux pays industrialisés. Dans ce diagnostic, Robert Gordon a fait le constat suivant en précisant que ces économies, ou bien les économies des vieux pays industrialisés, spécialement de l'Amérique, l'Europe et le Japon, elles sont condamnées à une croissance faible pour les décennies qui viennent. C'est-à-dire dans les décennies qui viennent, surtout à partir de 2020, cette année, donc ces économies sont condamnées à vivre donc une sorte de stagnation séculaire. Donc les raisons pour Robert Gordon ou bien ce ralentissement tient principalement à une raison essentielle, c'est l'absence de la production des innovations de rupture. C'est-à-dire ces économies n'ont plus la capacité de produire des innovations de rupture. Ces innovations, elles sont l'origine d'importants gains de productivité que ces économies ont réalisé pendant les périodes passées, surtout pendant les 30 glorieuses, et les gains de productivité expliquent que la croissance intensive, quand même, qui représente la part la plus importante dans les économies, généralement dans la croissance des économies industrialisées. Cependant, selon toujours Robert Gordon, ce n'est pas la seule raison. C'est vrai, c'est la raison principale, mais il existe d'autres raisons qui expliquent c'est-à-dire donc cette condamnation à une croissance faible dans de ces économies. On va voir avec un économiste espagnol, Xavier Sala et Martin, et là partagé la même conclusion de Gordon, surtout selon les principales conclusions des travaux de Xavier et Martin. Ces principales conclusions confirment qu'il n'y a pas qu'un seul déterminant simple de la croissance économique. C'est-à-dire la croissance économique trouve de l'explication dans une composition de plusieurs déterminants. Car c'est impossible de dire par exemple que le ralentissement de la croissance économique dans un pays peut être attribué uniquement à une seule raison, par exemple, à titre d'exemple, les innovations de rupture. C'est vrai, les innovations de rupture, c'est la principale raison, mais derrière, il y a d'autres. C'est-à-dire il y a un tout, d'accord, donc plusieurs déterminants avec des pondérations normalement qui diffèrent d'un déterminant d'un autre, également d'une économie à une autre. L'essentiel ici, donc on peut dire que la croissance économique se détermine par plusieurs facteurs ou bien plusieurs déterminants. Dans cette leçon, on va essayer donc de regrouper ces facteurs en facteurs à long terme et facteurs à court terme. Donc les déterminants, soit qu'ils sont à long terme ou bien à court terme. Ça veut dire quoi donc ce critère de l'horizon de temps? En quoi il consiste? Simplement en agissant sur un facteur, c'est-à-dire son impact, la réaction de la production et par la voie de conséquence la croissance économique.
elle s'inscrit dans le long terme, c'est-à-dire qu'il faut attendre des années après donc l'action sur un déterminant, après bien sûr donc après avoir misé sur un déterminant, ou bien la réaction elle est rapide, elle est immédiate. Si elle est immédiate, le déterminant qualifié de déterminant à court terme, si la réaction de la production demande plus de temps, plus d'années, donc là on qualifie ça de déterminant à long terme. Dans les déterminants à long terme, on va voir trois types. D'abord, donc ce qui est évident, ce qui est classique, ce sont les facteurs de production traditionnels. Donc on distingue le capital et le travail spécialement, en agissant bien évidemment sur ces facteurs. Donc il faut attendre des années par exemple pour le réaliser un cumul du capital suffisant pour avoir donc une croissance élevée. Même chose pour le travail, il faut attendre des années pour mettre à la disposition de l'économie une population active suffisante, qualifiée, donc et ainsi de suite. Deuxième élément, c'est le progrès technique également. Ça signifie donc, on va voir donc qu'est-ce qu'on entend par le progrès technique. Le progrès technique, ça demande, pour qu'il s'améliore, donc ça demande quand même de temps. Ça demande des années. L'économie de la connaissance également, c'est pareil, donc c'est un facteur déterminant donc à long terme. On va revenir sur les détails en expliquant toujours pourquoi et le comment normalement ces facteurs donc déterminent la croissance à long terme. À court terme, généralement, donc on cite des facteurs de la demande, c'est-à-dire tous les facteurs ou bien les variables qui déterminent la demande globale dans une économie sont des déterminants à court terme. Donc pour les déterminants à long terme, surtout pour les facteurs de travail, je viens de dire donc il s'agit du travail et le capital, alors que pour le facteur de la demande, c'est la consommation, l'investissement et l'exportation. Dans les détails, on va voir que les facteurs donc à long terme de la croissance économique, qu'on peut également donc désigner par des facteurs de l'offre qui déterminent l'offre des entreprises, l'offre des producteurs et la production spécialement. Alors donc pour les facteurs, les premiers facteurs, donc commençons par le facteur de travail. Et dans le travail, donc il faut prendre en considération, il faut traiter le travail sous deux aspects ou bien deux logiques, la logique quantitative et la logique qualitative. Donc deux aspects doivent être tenus donc en compte dans le traitement de le travail. D'abord en quantité, qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça demande et comment le travail quantitatif influence-t-il la croissance économique. Également qualitatif, c'est-à-dire pourquoi c'est que le travail hétérogène, il n'est pas homogène comme on le présente de la théorie classique, et elle varie selon la qualification des travailleurs également, donc il faut tenir en considération cette variable dans l'explication, d'accord, donc de l'origine de l'augmentation de la production. Toujours l'objectif c'est de répondre à la problématique de ce point, de ce deuxième point qu'on a posé au début. Alors donc l'aspect quantitatif, il consiste en quoi? C'est le travail disponible dans un pays. Généralement, il est mesuré par quoi? Par la population active. En fonction de la population active, donc le travail, la croissance, le niveau de la croissance change d'un pays à un autre. Là où il y a de la population active suffisante, jeune, importante, donc il contribue en principe et en théorie, il doit participer à la croissance économique. Il faut que ces pays-là réalisent des taux de croissance élevés. Deuxième, par exemple, le Maroc, la population active âgée de 15 ans, et plus le Maroc a atteint, selon le HCP en 2016, presque 11 747 000 personnes. Donc la population il avoisine les 12 millions, la population active au Maroc. Maintenant, le plus important ici, quels sont les facteurs qui expliquent la variation de la population active? Pourquoi? Parce que pour avoir une population active suffisante et en adéquation avec les besoins de l'économie, en réponse aux besoins des producteurs, donc il faut agir sur un certain nombre de facteurs, de facteurs donc le explicatif et des facteurs qui influencent la population active. Donc on va voir trois facteurs essentiels qui
peuvent être cités dans ce cadre-là. D'abord, la démographie. La population active future dépend de l'accroissement démographique, si c'est passé, plus donc le taux de croissance démographique d'aujourd'hui, s'il est élevé, donc d'ici 24 ans, 20 ans, d'ici donc 24 ans, 20 ans, donc on s'attendra quoi à une population active également élevée, importante. Et la démographie dépend de quoi? Dépend de deux choses, donc des natalités et de la mortalité. Certes, donc des conditions sanitaires, si elles sont de bonne qualité, donc ça contribue à l'amélioration de le taux démographique. Deuxième élément, le sol migratoire, qu'on présente généralement comme étant la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Donc globalement, ce solde, le solde migratoire ou bien l'immigration, c'est une variable d'ajustement importante de la population active. Les pays qui ont un besoin, qui ont une population active faible, à cause donc des problèmes de la démographie qui est faible, généralement ils compliquent leur population active par les personnes qui viennent de l'extérieur, par des immigrés. Comme ça, donc leur solde démographique généralement, donc il est excédentaire parce que les personnes entrant donc sont plus que les personnes sortant, et inversement dans les pays en voie de développement. Troisième explication, bien troisième variable, ce sont les comportements d'activité. Un certain nombre de comportements d'activité font que soit agissent dans le sens de l'augmentation de la population active, ou bien au contraire, ils conduisent à la baisse de la population active. L'exemple, l'allongement de la durée des études. Lorsqu'on allonge davantage la durée des études, c'est-à-dire on retarde un certain nombre de promotions pour entrer au marché du travail, c'est-à-dire pour former de la population active. Donc c'est une variable qui conduit quoi à la baisse de la population active. Parallèlement à ça, depuis la fin des années 60, donc les femmes sont de plus en plus actives, c'est-à-dire la féminisation de le travail et l'activité donc de la femme, au contraire, elle participe fortement à l'augmentation de la population. Donc voilà donc les variables qui peuvent parfois expliquer l'évolution de la population active, c'est-à-dire du facteur travail qualitativement. Donc déterminer une croissance sur la base de ça, donc ça suppose quoi? D'agir sur ces trois variables pour avoir une population active qui peut contribuer donc à la réalisation de la croissance. Maintenant, l'aspect qualitatif, comme on l'a dit, donc le travail n'est pas une donnée homogène, il est hétérogène, multigène, c'est-à-dire donc il existe plusieurs qualifications. L'étude d'évolution des qualifications nécessiterait donc la répartition de la population en catégories socio-professionnelles. C'est pour cette raison, dans chaque pays, donc il y a une nomenclature, donc des catégories socio-professionnelles. Puis l'analyse de cette nomenclature sur les 5 dernières années a montré un certain nombre d'évolutions. D'abord, donc la baisse de la proportion d'ouvriers, qui trouve de l'explication généralement dans l'automatisation et la robotisation croissante. Également les effectifs agricoles également donc on connaît donc une chute, une baisse à cause de la même chose, de la mécanisation et des gains de productivité. En parallèle, la forte hausse des catégories employées, professions intermédiaires, cadres. Pourquoi? À cause de grâce spécialement donc à l'essor croissant des activités liées aux services, c'est-à-dire à la tertiarisation des économies. Alors ce qui est important ici, c'est que pour agir sur le travail qualitativement, donc il faut de la formation. D'où donc là on peut présenter ici la formation comme étant un déterminant d'abord de la qualité de travail et des qualifications, et plus donc il y a une amélioration des qualités et des compétences, donc on peut toujours s'attendre donc à une croissance économique élevée. Maintenant pour le capital comme vous le savez très bien, donc
recouvre différents sens. On peut distinguer au niveau de l'économie spécialement entre le capital technique, donc qui signifie ou bien qui désigne l'ensemble des biens nécessaires à la production, les biens des immobilisations comme étant des biens circulants. Comme ça, donc, on distingue entre le capital fixe et le capital circulant. Fixe, ce sont les immobilisations. Capital circulant, ce sont généralement les consommations, matières premières, les consommables qu'on utilise dans le cadre de la transformation, dans le cadre de la production. Dans le même cadre, on parle également de capital humain qui commence à prendre un poids important depuis surtout les années 90. On va voir avec surtout la naissance d'une nouvelle économie baptisée, appelée donc l'économie de la connaissance ou bien l'économie matérielle. Enfin, le capital humain, ça rejoint donc l'idée de le travail, le traitement de travail selon l'approche et l'aspect qualitatif. Et le capital humain, donc déjà c'est une notion développée par Gary Becker pour désigner spécialement le stock des capacités humaines mais économiquement productives. C'est-à-dire donc les capacités, il faut qu'elles soient productives, il faut qu'elles participent à la production, il faut qu'elles soient mobilisables dans la production. S'ils ne sont pas mobilisables, peu importe leur rareté ou bien leur importance, l'essentiel, ces compétences, ces capacités, il faut qu'ils soient mobilisables dans la production. Dans son ouvrage Human Capital, l'économiste américain Garwick a défini le capital de la manière suivante, comme étant regarder l'ensemble des capacités toujours productives qu'un individu acquiert par l'accumulation de connaissances générales, voilà, de connaissances, apprendre à lire, maintenant savoir lire, voilà, apprendre de l'histoire, de la géographie, les maths, ou bien spécifiques, voilà, des formations très pointues, un langage de l'informatique par exemple très spécifique, de programmation très spécifique, des savoir-faire qu'on développe au niveau de l'entreprise, des savoir-être, de pouvoir-faire, donc et ainsi de suite. Toutes ces capacités, toutes ces qualités donc permettent ou bien définir vers la fin le capital humain. Bon, dans la théorie marxiste, le capital, donc, il est défini comme étant un rapport social. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien. Donc, les marxistes toujours traitent la relation de production comme étant une relation sociale et des rapports de force entre la catégorie, entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, le prolétariat. Voilà, il est à signaler que la formation du capital fixe, c'est-à-dire donc la formation du capital fixe se réalise grâce aux investissements. Donc pour les investissements, il faut voir donc le déterminant de l'investissement et je vais vous mettre dans la description de cette vidéo le lien dans ma chaîne. Donc vous pouvez trouver donc le thème de l'investissement et ses déterminants. Voilà. Puis on passe entre le travail et le capital, on s'intéresse également à la combinaison des facteurs de production qui a également un effet, cette combinaison il a un effet sur la croissance économique. Certes donc le choix de la combinaison détermine le niveau de la croissance. Pourquoi? Parce qu'il détermine voilà, la productivité et les gains de productivité qu'on peut réaliser, d'accord, donc en choisissant une combinaison bien donnée. Et bien évidemment, le choix de cette combinaison productive voilà, repose sur deux critères essentiels. D'abord, le critère de coût relatif du capital et du travail. C'est-à-dire, si le travail est relativement bon marché, donc on a de l'intérêt ou bien l'entrepreneur a de l'intérêt à choisir donc des productions dont on utilise, voilà, se spécialiser dans des productions dont on utilise massivement le travail. Et également donc à renforcer le travail dans les combinaisons et à réduire le poids du capital. Et inversement, si c'est le capital voilà, qui est moins cher par rapport au travail, donc on a de l'intérêt à renforcer la part de le capital. Mais également, il y a une question d'efficacité productive, c'est-à-dire la productivité que permet chaque combinaison, et elle est importante. Pourquoi? Parce que l'entreprise cherche toujours à améliorer sa productivité. Toutes les combinaisons entre le travail et le capital qui permettent donc l'amélioration de la productivité, donc on retient.
Maintenant, pour le deuxième facteur à long terme, ou bien le deuxième déterminant à long terme de la croissance économique, c'est le progrès technique. D'abord, qu'est-ce qu'un progrès technique? Bon, il est quand même à signaler que le progrès technique également donc, pose une problématique au niveau de la définition. C'est difficile parfois de définir. C'est pour cette raison donc on va présenter plusieurs définitions. D'abord, donc en première analyse, on désigne généralement le progrès technique comme étant l'ensemble des éléments, d'accord, l'ensemble des éléments qui permettent d'améliorer l'efficacité de la combinaison des facteurs de production. C'est-à-dire tout élément qui permet d'augmenter la productivité des facteurs de production, on le désigne, donc on le présente comme étant un progrès technique. Il fait partie du progrès technique. De manière précise, ou bien de façon plus précise, il représente l'ensemble de quoi? Du stock de connaissances scientifiques et techniques qui permettent d'améliorer l'efficacité productive. Donc ces éléments sont des connaissances scientifiques ou bien techniques, mais qui permettent d'améliorer l'efficacité productive. Au sens large, donc on désigne par le progrès technique des innovations. Et des innovations, voilà, des innovations qui permettent quoi? Les innovations permettent généralement donc d'améliorer d'abord la productivité des facteurs, mais également la productivité globale de l'économie. Donc la productivité du travail du capital, par exemple la mécanisation, l'organisation scientifique de travail, encore la formation, tous ces éléments permettent d'améliorer l'efficacité donc de la combinaison capital-travail. Maintenant, sinon, donc il faut que également ces innovations participent et contribuent à l'amélioration de la productivité générale de l'économie, en créant donc de nouveaux marchés, de nouveaux produits, des réglementations, donc de l'État, donc ainsi de suite. Tous ces éléments-là, toutes ces actions permettent bien évidemment d'améliorer la productivité générale de l'économie. Donc sont considérés comme étant des innovations et donc au sens large c'est le progrès technique. On va vers la fin. Jean Fourassi, l'économiste français, a défini le progrès technique de la manière suivante. C'est une capacité d'action. Regardez donc là, en rapport avec l'accent, c'est également c'est plus un concept opérationnel que théorique. C'est une capacité d'action de plus en plus efficace que l'homme acquiert par l'effort intellectuel sur les éléments matériels. Donc toujours donc en insistant en agissant sur les éléments matériels par l'effort intellectuel humain, si donc cette action améliore de plus en plus l'efficacité, bien sûr au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire autrement la productivité, on désigne ça, on qualifie ça du progrès technique. L'essentiel que toutes les acquisitions, toutes les compétences qu'on peut acquérir, ou bien les connaissances qu'on peut développer, techniques ou bien scientifiques, si elles permettent d'améliorer l'efficacité dans une économie et la productivité spécialement, donc sont considérées comme étant le progrès technique. Maintenant, quelle est l'origine? D'où vient ou bien d'où provient le progrès technique? Alors le progrès technique provient d'abord de la recherche, aussi bien fondamentale, appliquée ou bien recherche et développement, et surtout l'expérience. Donc pour avoir un progrès technique, donc il faut de la recherche fondamentale, appliquée, recherche et développement, mais également de l'expérience. Voilà, on applique le principe de learn by doing. L'apprentissage par l'expérience, par la réalisation des choses. Alors donc Schumpeter a développé une séquence, c'est-à-dire en considérant que l'innovation est une séquence linéaire et déterminée de la manière suivante. Donc la séquence schumpeterienne donc signifie que le progrès technique passe par 3 étapes. Après donc la recherche fondamentale, appliquée, recherche et développement, donc on détermine, on réalise de l'invention. Alors l'invention, regardez, donc il relève de la logique de la science. Le résultat, on est bien évidemment la découverte scientifique. La figure clé de l'innovation, c'est un scientifique chercheur, c'est le profil qui permet
de réaliser les inventions. Et l'organisation de référence, ce sont les laboratoires dans une institution soit publique soit privée. C'est là où on réalise de l'invention. Pour réaliser de l'invention, il faut des laboratoires. Une fois qu'on réalise de l'invention, on passe l'invention en l'appliquant, donnant une application soit technique dans la production, soit dans le cadre de l'organisation, soit dans le cadre de la commercialisation, et ainsi de suite, à l'invention, donc il se transforme en innovation. Il relève de la logique, c'est vrai, de l'entrepreneuriat. Pour mettre en application l'invention, il faut entreprendre, il faut réaliser donc une action entrepreneuriale. Le résultat vient de l'innovation. La figure clé, c'est l'entrepreneur innovateur, et l'organisation, c'est l'entreprise. Troisième étape dans cette séquence, c'est la diffusion. Une fois que l'innovation est déjà développée dans l'entreprise, donc elle se diffuse à grande échelle dans le système productif. Et bien évidemment, cette diffusion est assurée par le mécanisme de la concurrence dynamique interentreprises. Dans le cadre de la concurrence entre les entreprises, donc on assiste quoi, donc au phénomène de l'imitation. On essaie de faire la même chose que les autres, comme ça donc l'innovation elle se propage et parfois elle se banalise. Une fois que l'innovation est banalisée, donc il faut penser à développer de nouvelles inventions, puis l'innovation, puis la diffusion. Voilà selon la séquence chapitrale. Mais est-ce que tous les auteurs partagent la même logique de la linéarité, donc l'innovation? Bien sûr non. Il y a d'autres qui croient que l'innovation, donc il y a toujours un aller-retour entre les étapes, c'est-à-dire des fois donc on peut arriver à l'innovation et faire un retour à l'invention, ou bien même à la recherche fondamentale pour expliquer quelque chose. Des fois, en travaillant dans l'entreprise, on rencontre un problème, on demande à un laboratoire universitaire donc de faire une étude sur ce phénomène-là et de l'expérimenter, de faire surtout l'exploration, une étude exploratoire pour expliquer bien évidemment ce phénomène, développer un modèle. Puis sur la base de ce modèle, on peut passer l'innovation, diffusion. Donc il y a toujours, donc la séquence linéaire n'est pas toujours respectée et n'est pas partagée par tous les auteurs. Donc il y a certains qui voient que l'innovation donc est une question d'aller-retour et plus complexe qu'une relation linéaire. Maintenant, donc le rôle du progrès technique, comment le progrès technique influence-t-il la connaissance? Il influence à travers quoi? À travers les gains de la productivité. Le croix de transmission entre le progrès technique et la croissance économique, ce sont les gains de la productivité. Mais il faut qu'ils soient partagés. S'ils sont partagés, s'ils sont utilisés d'une manière efficace, on va voir comment, donc ils contribuent donc à la croissance économique. Sinon, donc ils ne contribuent pas. Progrès technique, donc certes, il diminue la quantité de travail par unité fabriquée, cependant l'extension des marchés obtenus grâce au progrès technique et les effets sur l'emploi dépendent essentiellement de quoi? Des utilisations qui est faites des gains de productivité. En fonction des utilisations faites des progrès techniques, des gains de productivité, la croissance peut, c'est-à-dire le progrès technique peut favoriser la croissance ou bien il peut la défavoriser. Alors donc, si les gains de productivité sont utilisés à diminuer le prix de vente, ça c'est un partage généralement avec les consommateurs, ça contribue à la croissance économique. Comment? C'est simple, donc la baisse des prix de vente va permettre aux consommateurs de bénéficier d'une augmentation de leur pouvoir d'achat et donc de demander davantage. Et lorsque la demande augmente, c'est normal est-ce que les entreprises également réagissent en augmentant leur production. Et l'augmentation de production, on l'a vu, donc c'est quoi? C'est la croissance économique. Un autre créneau, bien une autre manière d'utiliser les gains de productivité, c'est de les utiliser pour augmenter les salaires, c'est-à-dire partager les gains de productivité avec les salariés. En augmentant les salaires, de la même façon, en augmentant les salaires, on augmente le pouvoir d'achat et donc on augmente également la demande et dans un mécanisme connu, donc la production également augmentera. Si les gains de productivité sont utilisés à augmenter les profits, à condition que les profits sont réinvestis. Ça permet de l'augmentation de l'investissement. Si elles sont réinvesties, malheureusement,
ce n'est pas le cas toujours dans les entreprises, dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui réinvestissent, donc les propriétaires des entreprises et les bailleurs de fonds qui réinvestissent leurs profits. Et on l'a vu donc avec le chancelier allemand Schmid, qui, voilà, avec sa célèbre citation, en disant que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc voilà, donc enfin, si les gains de productivité sont utilisés entièrement à diminuer le travail, la durée de travail, exemple, supposons que Maroc, un jour, on a décidé donc de passer de 44 heures à, par exemple, 35 heures chaque semaine, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de la France. Ah, bien sûr, tout en gardant le même salaire. Donc ça signifie quoi? Qu'on améliore donc autrement le pouvoir d'achat et surtout la qualité de vie des travailleurs, en diminuant donc la durée de travail. Donc les salariés auront plus de temps libre. Ils peuvent soit développer faire d'autres activités, bien chercher d'autres sources de revenus, ou bien aller bien évidemment voilà, bénéficier de ce temps libre en consommant davantage. Et la consommation davantage, c'est donc la production davantage. Voilà généralement à propos voilà, de cette question de progrès technique. Dans la vidéo suivante, donc je vais ici, Inch'Allah, de traiter l'économie de la connaissance. Voilà, merci pour votre attention et à la vidéo prochaine, dont je vais ici rapidement de traiter l'économie de la connaissance.